Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 18h30. Nous sommes le dimanche 11 février et un journal particulièrement sportif vous attend ce soir. Voici les titres. Les féminines du Monaco Basket Association ont déroulé hier soir face à Martigues. C'est la 12e victoire de la saison pour les Monégasques avec un score final de 79-55 pour cette rencontre à domicile. Ce dimanche matin, le Port Hercule avait des allures de piste d'athlétisme. De nombreux coureurs se sont en effet donné rendez-vous pour participer à la nouvelle édition du Monaco Run. Un succès de plus pour le running en principauté. L'Étoile de Monaco s'est qualifiée hier pour les demi-finales du top 12 de gym face à Franconville. Les deux équipes, vous le verrez, ont eu du mal à se départager, mais l'avance prise sur les précédents matchs permet à la principauté de continuer l'aventure. À côté des sportifs visant le meilleur temps pour le Monaco Run, il était aussi possible ce dimanche matin de chausser ses baskets, mais pour la bonne cause. La marche Pink Ribbon sensibilise au dépistage et soutient les victimes de cancer du sein. Et puis pour finir ce journal, on vous parlera cinéma avec le film de Chris Marker intitulé Sans soleil. Il sera projeté au Théâtre des Variétés ce mardi 13 février. Mais nous débutons cette édition avec la victoire de la Roca Team face à Boulogne-le-Valois. Pour le compte de la 23e journée de Betclic Elite, les Monégasques recevaient cet après-midi la lanterne rouge du classement. En bon leader, les Monégasques se sont imposés même si la rencontre fut difficile. Yannick Debever et Lionel Bernardi vous résument cette rencontre. Monaco, Boulogne-le-Valois, c'était un peu la bataille entre deux mondes. D'un côté les Monégasques en géant européen et de l'autre les Boulonnais, bons derniers et au bord du forfait général cette saison. Mais il y a eu match tout de même entre les deux formations. Les métropolitanes se sont restées collées au score pendant 3 quarts temps, faisant preuve d'une très belle cohésion collective. Côté Monaco, Eli Okobo a joué le chef d'orchestre avec ses 9 passes décisives. Il avait à côté de lui des lieutenants particulièrement adroits comme Peter Corneli et Mathieu Strazel. Le jeune meneur français termine meilleur marqueur avec 24 points. En début de 4e quart-temps, Monaco parvient à accélérer pour prendre une dizaine de points d'avance et s'assurer une victoire tranquille. Score final 84-72, Peter Corneli est le joueur du match avec un double-double, 18 points, 10 rebonds pour 23 d'évaluation. C'est un succès qui permet d'aborder sereinement une semaine de matchs couperés avec la Leaders Cup le week-end prochain, mais aussi le quart de finale de Coupe de France face à l'Asvel ce mardi. Il faut rester, je dirais, dans ce qu'on a su faire de bien par le passé, sur le dernier mois, où franchement, au niveau concentration, à chaque fois qu'on a eu des gros matchs, parce qu'on a disputé des gros matchs ce dernier mois, on a été là, on a répondu présent, et vraiment même avec la manière, etc. Donc il faut continuer dans cet état d'esprit, collectivement et individuellement. Donc voilà, ça va être ça, je pense, le but, comme je disais. Et voilà, après c'est un match de basket, c'est un match de basket contre l'Asvel. Toujours des matchs qui sont importants pour nous, hein. Il y a toujours un petit peu cette rivalité quand même. Donc voilà, il faut faire le job. Avec cette nouvelle victoire, la Roca Team affiche une forme resplendissante, 10 victoires sur les 11 derniers matchs. On continue à vous parler de basket dans ce journal puisqu'hier soir, les féminines du Monaco Basket Association rencontraient Martigues. Après une courte défaite à l'extérieur, les Monégasques devaient se relancer à la maison et c'est chose faite. Reportage sur place à l'Annonciade signé Justin Adel et Lionel Bernardi. Un match à sens unique avec du jeu. Pour cette 16e journée de NF1, le MBA 2e ex-aequo devait assurer la victoire face au MSB 9e au classement. Les Monégasques ont fait une très bonne entame de match, elles prennent le large avant de se faire rattraper durant le 2e quart-temps. Malgré tout, elles assurent une distance de 12 points à la mi-temps, avec un score de 44-32. La seconde période est une formalité. En 20 minutes, Martigues n'inscrit que 23 points, le MBA 35. Elles enchaînent les 3 points, mais aussi des actions défensives de qualité. Score final 79-55. Une victoire qui fait plaisir. Ça fait plaisir, surtout que la semaine dernière on avait perdu, donc on avait à cœur de gagner ce soir. Et c'est chose faite, on a fait un bon match, on a fait un match sérieux, donc voilà, on est très contents de la victoire. Si les joueuses sont satisfaites de leur performance, il en est d'autant plus pour leur coach. Si les résultats ne le montrent pas, des difficultés existent pourtant depuis le début de la saison.
C'est plus que super, surtout quand on est dans les galères depuis le début, parce qu'il nous manque des joueuses, on n'est pas assez nombreux. Mais franchement, oui, plus que satisfait. Mais encore 6 matchs à jouer, et il faut prouver qu'on est capable d'aller au play-off. À l'issue de la rencontre, le tirage au sort d'une tombola un peu spéciale avait lieu. Le but, soutenir les Suricates de Monac. En avril prochain, Céline Cota-Lorda et Sylvie Bertrand concourront au nom de l'association au rallye Aïcha des Gazelles, afin de soutenir à leur tour la Fondation Panzi. Prochain match pour les féminines du MBA le 17 février à l'occasion du trophée Coupe de France, une rencontre face à l'AS Monaco basket amateur. Après un samedi sous la pluie, le Monaco Run retrouvait le soleil ce matin pour les courses de 5 et de 10 km. Au départ du Port Hercule, ils étaient au total 1700 à vouloir se challenger dans la joie et la bonne humeur. Yannick Debever et Jean-Alexandre Dordet ont suivi ces courses juste pour vous. Le soleil était attendu de pied ferme sur le Port Hercule ce matin et il n'a pas déçu. Après le trail du Montagel annulé hier, organisateurs et coureurs étaient heureux de voir de si bonnes conditions de course en ce dimanche matin. Au total, ils étaient 1700 inscrits, soit la capacité maximale d'accueil. Nous, on parle de fête de course à pied, c'est la même chose, c'est ce qu'on souhaite absolument mettre en avant. Essayer de faire participer tous les gens, du plus jeune au plus ancien, et de tous âges, toutes disciplines confondues, la nature, la route, des 1000 mètres. Et l'objectif est ça, c'est de faire participer le plus de gens possible. Départ du Port Hercule, puis tout droit jusqu'au Sporting avec 1 ou 2 tours selon le parcours de 5 ou 10 km. Voici le menu dominical des participants. L'épreuve reine, le 5 km Oka, était très attendu puisque c'est une course homologuée par World Athletics. Le favori, Jan Schrub, remporte la médaille d'or en 13 minutes 22, soit 5 secondes de retard sur le record d'Europe de Jimmy Gressier. La route est un peu mouillée, avec les chaussures nouvelles technologies, ça aide pas. Mais c'est pas une excuse, aujourd'hui avec le chrono que j'ai fait, c'est pas du tout une excuse. Forcément, je vous cache pas ma déception parce que quand on vient chercher quelque chose qu'on l'a pas, c'est compliqué. Mais voilà, ça restera encore dans les jambes de Jimmy et puis qui pourra le fera. Hein, donc on verra à l'avenir si je suis capable ou si d'autres seront capables de le battre ce record. Aucun record ne sera donc tombé sur cette édition 2024 du Monaco Run. Anecdotique puisque malgré les difficultés météorologiques, le running avait une belle fête populaire en principauté. Au bout du suspense, l'étoile de Monaco a décroché hier sa qualification pour les demi-finales du top 12 de gym. Il s'agit de la 3e demi-finale consécutive pour les Monégasques qui courent toujours après un premier titre de champion de France. Yannick Debever et Lionel Bernardi vous font le récit de cette rencontre face à Franconville. Il fallait 22 points tout pile à l'étoile de Monaco pour décrocher sa qualification en demi-finale du top 12 de gym. Face à Franconville, les Monégasques ont souffert et ont dû attendre le dernier agrès pour assurer les points minimum. Au sortir du saut de cheval et du cheval d'arçon, les deux équipes sont dos à dos, aucune ne parvient à enchaîner 2 duels victorieux. La pression monte alors sur les Monégasques qui voient leur marge d'erreur se rétrécir au fil de la rencontre. Et c'est finalement Sean Petit à la barre fixe qui assure avec sa victoire les 22 points minimum requis pour les Rouges et Blancs. Une victoire littéralement arrachée. Ça fait 2 semaines consécutives que les mains lâchent, malheureusement. J'ai changé de route, je m'entraîne un petit peu moins, donc les mains sont moins costauds. Et malheureusement, ça a encore lâché, mais je suis allé au bout du mouvement, je suis content, je l'ai fait pour l'équipe et pour moi. Donc content que ça ait tenu et qu'on ait notre qualification. La qualification assurée, il restait encore un objectif pour les gymnastes monégasques, celui de rester invaincus à domicile. C'est Joanne Plata qui s'occupe de ramener les 3 derniers points pour un score final de parité 24-24. Monaco décroche encore une fois sa qualification en demi-finale. Depuis son accession au top 12 il y a 5 ans, Monaco n'a jamais perdu à la maison. Ils ont fait un travail d'enfer. Ils ont été excellents tous, comme d'habitude. Et puis on a toujours la cohésion de l'équipe. La famille, vous le savez, c'est ça chez nous, c'est ce qui prime. Pour sa 3e demi-finale de top 12 consécutive, l'étoile de Monaco se déplacera à Antibes le 30 mars prochain avec l'ambition de décrocher la première finale de son histoire.
Et on vous tiendra évidemment informé sur notre antenne des résultats des Monégasques pour cette demi-finale en espérant qu'ils décrochent enfin le premier titre de champion de France de leur histoire. Le nouveau plan de mobilité voulu par le gouvernement a été présenté ce vendredi matin. Dans ce projet, des mesures à court terme, mais aussi des ambitions à long terme destinées à faciliter la circulation intramuros et aux portes de Monaco. Pour nous parler du contenu de cette politique de mobilité, nous avons justement reçu ce vendredi 9 février Céline Caron. Je vous propose ce soir de revivre cet entretien. Bonsoir. Alors, avant de développer les grands axes de cette politique de mobilité, sur quel constat concernant justement les flux de personnes en principauté se base-t-elle ? Alors le constat, il est de plusieurs sources. D'abord la source d'observation du modèle de mobilité de la direction de la prospective et de la mobilité qui compte en fait les véhicules entrant et sortant avec des capteurs en principauté et les véhicules à l'intérieur de la ville. On complète ces données d'observation avec celles du CIGM et l'ensemble des caméras qui nous permet de compter et de voir en fait la saturation des flux en principauté, mais également notamment pour l'analyse en fait de la mobilité intra-urbaine avec les entrées-sorties de l'ensemble des parkings publics de la principauté. C'est vrai, on a l'impression qu'il y a beaucoup de circulation ces derniers mois en principauté, mais dans les faits, il y a moins d'entrées et moins de sorties enregistrées. Oui, alors c'est contre-intuitif. Je vous avoue que nous-mêmes, quand on a vu les données, on les a rechallengées parce qu'on s'est dit c'est pas possible. On avait le même sentiment que l'ensemble des usagers et plusieurs phénomènes à cela. C'est la première, je pense qu'on a un peu perdu l'habitude de la circulation avec l'épisode Covid, où on s'est retrouvé dans des schémas de circulation plus agréables. Donc revenir à la réalité, à la dure réalité de la mobilité telle qu'on la vit sur le territoire, c'est dur à subir lorsqu'on a goûté à autre chose. Mais au-delà de ce côté permettez-moi de dire un peu psychologique, il y a un vrai phénomène de report en fait de la mobilité. On a moins d'entrées-sorties, mais on constate que nombre des usagers se reportent sur l'entrée ouest de la principauté, c'est-à-dire celle du jardin exotique avec le tunnel descendant. Et c'est peut-être cette congestion qui donne ce sentiment qu'il y a plus de trafic parce que l'ensemble, une grosse partie en tout cas, des flux externes se reportent à cette entrée de ville parce que le tunnel descendant a donc rempli sa fonction et est assez efficace pour arriver à se déverser dans le cœur de la principauté sans traverser toute la principauté. Alors, concernant la politique de mobilité qui va être mise en place, c'est vrai que l'un des premiers axes a pour but de contenir le trafic automobile en amont du territoire. Alors concrètement, comment cela va être rendu possible ? Alors, ce n'est pas nécessairement en amont du territoire. La politique de mobilité et les axes, nous avons regardé les usages. Et nous avons 3 types d'usagers. Nos travailleurs qui viennent tous les matins, frontaliers, qui viennent donc de l'extérieur et qu'il nous faut essayer de contenir, alors de préférence effectivement, comme vous l'indiquez, en amont du territoire. Mais au-delà de ça, donc le maître mot de cette politique de mobilité voulue par le gouvernement se tourne autour de 3 adjectifs qui sont finançables, efficaces et réalisables. Et donc dans un premier temps, c'est de se dire, sur notre territoire, que pouvons-nous faire pour canaliser le flux entrant ? Le canaliser, c'est essayer d'avoir des parkings d'entrée de ville. Et prochainement, nous allons enfin voir l'ouverture d'un parking emblématique qui est celui le parking des Salines, qui est à l'entrée du jardin exotique, pour lequel vous voyez beaucoup d'agitation, des dévoiements de routes dans ce chantier, et nous espérons, nous faisons tout pour l'ouvrir avant le Grand Prix de Monaco, et ce parking de 1800, à peu près un peu plus de 1800 places, va nous permettre d'être une clé de mobilité interne importante pour essayer de vider une partie, en tout cas une partie des parkings de centre-ville où les travailleurs sont garés, en les réorientant vers l'entrée de ville, avec évidemment un service qui leur sera offert pour pouvoir arriver ensuite, une fois leur véhicule garé, le plus rapidement possible sur leur lieu de travail, avec des lignes de bus directes qui seront jumelées à l'abonnement parking et qui leur permettront d'arriver du parking des Salines jusqu'au cœur de Monte-Carlo, avec 1 ou 2 arrêts aux heures de pointe, et du parking des Salines jusqu'à Condamine-Fontvieille de la même manière.
L'autre projet mené par le gouvernement concerne l'accessibilité routière. Cette dernière va être, je pense, considérablement améliorée avec notamment la nouvelle bretelle A8 Monaco-Est qui est en service, je crois, depuis le 10 janvier 2024. Est-ce que finalement cela se ressent déjà un petit peu sur le trafic ? Alors, cela se ressent au niveau de la fréquentation. La bretelle est très utilisée. Aujourd'hui, je pense qu'il faut encore être prudent et mettre en place des mesures nécessite un temps d'observation, qu'il ne faut pas qu'il soit trop long néanmoins, mais il faut quand même un temps d'observation nécessaire. Comme vous l'avez dit, ça fait un mois et demi. On se rend compte qu'il y a encore un report du trafic vers l'entrée du jardin exotique et donc il va nous falloir essayer de canaliser ce report-là au mieux. Le troisième axe du projet de mobilité concerne cette fois les déplacements internes et notamment ceux en bus qui vont être développés. Alors quelles sont concrètement les nouvelles lignes qui vont être mises en place en service surtout cette année ? Alors dans les nouvelles lignes, outre le fait de remettre un petit peu en jeu le réseau et de demander à la compagnie des autobus de vérifier et de peut-être repenser son réseau autrement au regard de l'évolution de l'urbanisation de la principauté, de là où vivent les familles, des schémas en fait. Donc il y a des endroits plus résidentiels, des endroits où il y a beaucoup de familles qui vont ensuite vers le collège ou vers des établissements qui sont plus excentrés du lieu de domicile. Aujourd'hui, ça a été d'essayer de proposer des lignes directes, par exemple sur des quartiers qui aujourd'hui sont très actifs, très résidentiels. Prenons l'exemple du quartier du Larvoto avec au niveau du boulevard du Larvoto plusieurs bâtiments, dont 2 bâtiments du plan national logement, et donc permettre en fait une ligne de bus qui partira de Monaco-Ville jusqu'au Larvoto avec très peu d'arrêts intermédiaires, de manière à avoir une ligne directe et ne pas systématiquement renvoyer toutes les lignes de bus au niveau du nœud urbain que constitue l'Office du tourisme. Il y aura cette première ligne et une autre ligne qui sera sur la dorsale que nous allons lancer, pour laquelle nous allons lancer le test, qui partira donc du parking des tennis, si je puis me permettre, pour aller s'arrêter au Portier et repartir sur le boulevard du Larvoto et arriver à la place d'Armes et monter jusqu'à Monaco-Ville. Pour finir, dernière question, j'aimerais parler du projet Renaturer la ville. Ce dernier va préparer finalement le Monaco de demain pour une meilleure qualité de vie et encore une fois une ville plus durable. Alors le projet Renaturer la ville, qui est la dernière des politiques publiques que nous lançons là cette année, effectivement a pour objectif plusieurs choses. La première, c'est l'adaptation du territoire au changement climatique, mais au détour de cette politique publique, c'est aussi apporter des liaisons de mobilité piétonne plus agréables, permettant ainsi de développer la mobilité douce. Aujourd'hui, nous avons la culture à Monaco des souterrains, des escalators, des ascenseurs. Je pense que c'est très bien et qu'il faut continuer de soutenir cette mobilité-là, mais pas que. Nous sommes un pays méditerranéen, il faut retrouver le goût à la mobilité piétonne, mais dans un contexte où il est agréable de marcher. Et donc aujourd'hui, c'est aussi permettre, dans un cadre urbanistique, sur le plan urbanistique de la principauté, de connecter les quartiers entre eux à travers ou des passerelles ou des mobilités piétonnes réétudiées pour qu'on ait une vie de quartier, une identité de quartier, mais que les quartiers ne soient pas seuls au monde comme le peut l'être aujourd'hui, par exemple, le jardin exotique. Et donc le gouvernement lance en fait dès 2024 la priorité sur le quartier du jardin exotique. Pourquoi ? Parce qu'il y a le parking des Salines, parce qu'il va y avoir bientôt le projet du Bel Air avec beaucoup de logements pour le plan national au logement, et que c'est un quartier qui est enclavé, c'est un quartier qui est quand même historique, pour lequel il faut recréer une connectivité avec le cœur de ville que peut constituer la Condamine et la place d'Armes par exemple. Donc vous allez voir effectivement passer dans quelques temps des images de nos projets qui sont finançables, réalisables, mais pas immédiatement en 2024, puisqu'il nous faut un petit temps d'études et de génie civil pour pouvoir les construire. Beaucoup d'ambition, on l'a compris, mais tout cela prendra un petit peu de temps. Merci infiniment à vous, Céline Caron-Dadjioni, d'avoir abordé à nos côtés les nombreux projets du gouvernement pour améliorer la mobilité en principauté. Merci beaucoup. En parallèle du Monaco Run dont on vous parlait en ce début de journal, la marche Pink Ribbon s'est elle aussi élancée ce matin pour rejoindre la place du Palais. Son but, lutter contre le cancer du sein et sensibiliser au dépistage. Reportage Justin Adel et Lionel Bernardi. L'association Pink Ribbon arrive à mobiliser plus d'une centaine de personnes à nouveau. L'objectif, marcher et récolter des fonds pour sensibiliser au dépistage plus précoce du cancer du sein et aider la recherche.
Ça fait 13 ans qu'on fait ça et on a de plus en plus de personnes qui se mobilisent pour justement pour apprendre à dépister, à soutenir leurs amis et c'est une grande fête de la vie. Le prince souverain répond à l'invitation, une présence importante, d'autant plus que la princesse Charlène est présidente d'honneur de l'association. Du port, le cortège rejoint la place du Palais. Pour les participants, la mobilisation était importante. C'est très bien. C'est bon pour le cancer. Merci beaucoup à toutes les personnes. Très important, surtout pour les plus jeunes qui se rendent compte dès leur plus jeune âge qu'il faut soutenir tout le monde. Hein, Olivia? Oui, c'est important. Oui. Je vois beaucoup de femmes et je vois aussi quelques hommes, donc c'est bien. Il faut qu'il y ait de plus en plus d'hommes qui soient là pour soutenir cette cause. Et je crois qu'on a besoin tous d'être réunis, de sensibiliser les femmes. Personne n'aime aller se faire dépister parce qu'on a tous peur. Mais à un moment donné, quand on prend les choses tôt, on sait qu'on a des chances de guérir beaucoup plus facilement. La présence des hommes est évidemment primordiale, pour leur soutien aux femmes, certes, mais surtout car eux aussi peuvent avoir un cancer du sein. Sensibiliser tout le monde, dès le plus jeune âge, est l'une des missions de Pink Ribbon. Plus les événements passent, et plus l'association peut se féliciter de réunir jour après jour de plus en plus de personnes. Un mot de cinéma avec la prochaine projection organisée par l'Institut audiovisuel ce mardi à 20h au Théâtre des Variétés. Vincent Vatrican et Fabien Bonilla vont vous parler d'un film de 1982. Il s'agit d'une production d'art et d'essai entre le Japon et l'Afrique. Son titre, Sans soleil. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Sans soleil, voici le titre du film dont on va parler. C'est un film de Chris Marker. C'est assez particulier. C'est bien particulier, même est-ce qu'on peut parler de film d'art et d'essai? Oui, au pied de la lettre, je pense que c'est un film qui répond tout à fait à cette définition qui est devenue un peu générale pour, disons, un cinéma qui n'est pas nécessairement du cinéma commercial. Mais au pied de la lettre, parce que c'est un film qui est à la fois un essai. Chris Marker, le réalisateur, est lui-même essayiste, poète, monteur, écrivain. Il s'est essayé justement à beaucoup de médiums, donc essai et en même temps art, puisque ce film interroge réellement ce qu'est le cinéma, j'allais dire platement de l'image et du son, mais ce sont ces deux composantes qu'il travaille, et qu'il travaille par le montage, par la collusion de plans, de manière extrêmement vertigineuse. Il arrive, par l'art du montage, à montrer des correspondances de civilisations qui, sur le papier, paraissent totalement opposées. Donc, fonction peut-être, je reviens à la définition art et essai, de montrer que l'art aussi peut permettre la réunion, la correspondance, le dialogue entre civilisations. C'est ce qui rend le film passionnant. Alors évidemment, par particulier, que les gens ne s'attendent pas à voir un film monté comme du Oliver Stone. C'est un film qui prend son temps. Est-ce qu'on comprend le film à la fin de la séance, par exemple? Ou est-ce quand on sort, on se dit « qu'est-ce que je viens de voir ?» Je pense qu'on sort du film en ayant eu le sentiment d'avoir voyagé dans le monde et d'avoir l'intime conviction de faire réellement partie de ce monde, quand bien même ce sont des cultures étrangères. C'est ça qui est fascinant dans le film. Alors, c'est un film qui peut avoir des longueurs, qui peut avoir quelques défauts, mais je trouve que c'est le projet qui l'emporte, c'est-à-dire qu'on
on fait partie intégrante de ce film monde. Pourquoi faudrait-il, dernière question, pourquoi faudrait-il aller voir ce film, tout simplement? Parce que on y fait un très beau voyage, dans le sens où voilà, le spectateur est d'une certaine manière, voilà, on participe à l'aventure, c'est du cinéma participatif, voilà. Allons participer donc à cette projection Sans Soleil. Merci Vincent. Merci Fabien. Allez, rejoignons désormais Justin Hadel pour les prévisions météo de ce début de semaine. Justin, les nuages seront-ils toujours présents en principauté, un petit peu à l'image de ces derniers jours? Effectivement, Julia, des nuages et encore des nuages. Pourtant, pas de pluie à l'horizon. Le soleil va même pointer le bout de son nez. Niveau température, ça varie légèrement, 9 à 14 degrés, avec un ressenti pouvant descendre jusqu'à 5 dans la nuit. La mer, elle ne bouge pas, avec une température approchant approximativement les 14 degrés. Le soleil se lèvera à 7h32 et vous pourrez admirer le coucher de soleil à 17h56. Félix, demain, c'est votre jour. C'est déjà la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre fidélité. Demain, vous pourrez retrouver Émilie Rousseau à la présentation de ce journal. Mais en attendant, je vous laisse découvrir le flashback, l'occasion de tout savoir de ce qu'il s'était passé à la même période les années précédentes. Très bonne soirée sur notre antenne.